L'odeur antiseptique m'a d'abord frappé, nette, clinique, stérile, comme toujours. Enceinte de 8 mois, je m'étais habitué à l'odeur du désinfectant qui imprégnait mes vêtements, mes cheveux, ma peau. La salle d'attente de la clinique privée du Dr. Morrison respirait une richesse discrète, avec ses fauteuils en cuir qui ne grinçaient pas, ses œuvres d'art abstraits qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire annuel et sa réceptionniste qui souriait sans montrer ses dents. Je me suis agité sur mon siège, essayant de trouver une position qui ne me fasse pas souffrir le bas du dos. Le bébé, mon bébé, appuyait contre mes côtes comme s'il se battait déjà pour trouver sa place dans ce monde. J'ai posé mes 2 mains sur mon ventre rond, sentant ses mouvements sous mes paumes. 7 mois plus tôt, j'aurais été terrifié. Aujourd'hui, j'étais simplement épuisé. Madame Bennett. La voix de la réceptionniste était d'une politesse mielleuse. Elle avait cessé de la corriger lorsque je lui avais dit que je m'appelais désormais Mademoiselle Hartley. Les femmes divorcées mettaient les gens mal à l'aise, surtout dans des endroits comme celui-ci. Oui, je levai les yeux, repoussant une mèche de cheveux noirs derrière mon oreille. Ils avaient besoin d'être lavés. Tout en moi avait besoin d'une attention que je ne pouvais pas me permettre. Le Dr. Morrison a quelques minutes de retard. Vous trouverez de l'eau fraîche et du thé dans le coin si vous le souhaitez. J'acquiesçais d'un signe de tête sans prendre la peine de me lever. L'effort me semblait monumental. À la place, je pris le magazine posé sur la table d'appoint. Il parlait avec éclat de maisons que je ne posséderais jamais et de vacances que je ne prendrais jamais. Les pages semblaient coûteuses sous mes doigts, épaisses et lisses. 6 mois. 6 mois depuis que j'avais signé ces papiers dans le bureau d'un avocat qui sentait les vieux livres et les promesses non tenues. 6 mois depuis que Marcus m'avait regardé de l'autre côté de cette table en acajou, avec des yeux qui ne contenaient rien, ni amour, ni haine, juste du vide, comme si j'avais déjà été effacé. Le divorce avait été rapide, brutal dans son efficacité. Il voulait partir et j'étais trop fatigué pour me battre, trop fatigué pour demander pourquoi. Trop fatigué pour me soucier du fait que l'homme que j'avais épousé, l'homme que j'avais aimé avec une intensité désespérée qui vous brûle de l'intérieur, avait simplement décidé que je n'étais pas assez bien. J'ai découvert ma grossesse 2 semaines après que l'encre ait séché, 2 semaines après avoir emménagé dans un studio dans un quartier où les sirènes me berçaient pour m'endormir. 2 semaines après avoir commencé à faire des doubles services au restaurant de la 5e rue, servant du café à des inconnus qui ne me regardaient jamais. Marcus ne savait pas, ne pouvait pas savoir. Le bébé était à moi, mon secret, ma deuxième chance, ma raison de continuer à respirer alors que tout le reste me donnait l'impression de me noyer. La porte de la clinique s'ouvrit et un courant d'air froid entra, apportant avec lui l'odeur de la pluie et d'une eau de Cologne coûteuse. Je ne levais pas les yeux. Les gens riches allaient et venaient toute la journée dans des endroits comme celui-ci. Le docteur Morrison s'occupait d'une clientèle spécifique, celle qui payait en espèces et exigeait de la discrétion. Mais alors, je l'ai senti, ce picotement à la base de mon crâne, cette sensation d'être observé. J'ai levé les yeux lentement, à contre-cœur, et le monde s'est incliné. Il se tenait dans l'embrasure de la porte comme s'il en était le propriétaire, comme s'il était propriétaire de tout. Grand. J'avais oublié à quel point il était grand, avec ses épaules qui remplissaient son manteau noir. Ses cheveux foncés étaient plus courts que dans mon souvenir, coiffés avec une précision qui trahissait des coiffeurs coûteux et des rendez-vous réguliers. Une fine cicatrice traversait son sourcil gauche, à peine visible, mais bien là, rappelant une violence que je n'avais jamais été autorisé à comprendre. Alejandro Vital, mon ex-mari, l'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais quitté, l'homme dont j'avais pris le nom de famille avant de l'abandonner, retournant à Hartley comme si je me débarrassais d'une peau qui ne m'avait jamais vraiment convenu. Et derrière lui, parce qu'il y avait toujours quelqu'un derrière lui, se tenait Marco, son chauffeur, son ombre, son rappel constant qu'Alessandro vivait dans un monde que je n'avais jamais fait qu'entrevoir. Les yeux de Marco balayèrent la pièce avec une efficacité professionnelle avant de se poser sur moi. Son expression ne changea pas, mais je vis qu'il m'avait reconnu. Le temps s'arrêta. Ou peut-être était-ce seulement mon cœur. Le regard d'Alejandro parcourut la salle d'attente avec l'assurance languissante d'un prédateur évaluant son territoire. Il passa devant la vieille femme qui tricotait dans un coin, devant la réceptionniste qui s'était figée derrière son bureau,
devant les peintures abstraites et les meubles en cuir. Puis il m'a trouvé. Ses yeux sombres, presque noirs, le genre d'yeux qui renferme des secrets et des péchés. Fixé sur le mien, j'ai vu quelque chose changer dans son expression. J'ai vu le moment où la confusion a cédé la place à la reconnaissance. J'ai vu la reconnaissance se transformer en quelque chose de complètement différent. Son regard s'est lentement, délibérément, posé sur mes mains, posé sur le renflement indéniable de mon ventre de femme enceinte. L'air entre nous se cristallisa, devint lourd, devint dangereux. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais que rester assise là, piégée sous le poids de son regard. Je sentais ma fille donner des coups de pied contre mes paumes, comme si elle sentait le changement soudain dans l'atmosphère, comme si elle savait que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. La mâchoire d'Alejandro se crispa légèrement, juste assez pour que je le remarque. Ses mains, aussi élégantes que marquées de cicatrices, se sont crispées à ses côtés. Le geste était infime, contrôlé, mais j'avais été marié à cet homme. J'avais appris à déchiffrer les signes subtils qui annonçaient le danger. Marco s'est déplacé derrière lui, une main glissant à l'intérieur de sa veste. Le mouvement était fluide, habile, invisible pour quiconque ne regardait pas. Mais je regardais. Je regardais toujours quand Alejandro était dans la pièce. Monsieur Vital. La voix de la réceptionniste rompit le silence. Professionnelle, respectueuse, craintive. Le docteur Morrison est prêt à vous recevoir. Par ici, s'il vous plaît. Il ne bougea pas, ne lui répondit pas, ne me quitta pas des yeux. La seconde s'étira. Chaque seconde me semblait une éternité. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Je sentais la sueur perler au bas de ma colonne vertébrale malgré la climatisation. Ma fille bougea à nouveau. Un mouvement de roulement qui appuya sur ma vessie et me coupa le souffle. Dis quelque chose, pensais-je désespérément. Bouge. Détourne le regard. Fais n'importe quoi, mais ne reste pas assise là comme une proie. Mais je ne pouvais pas, car c'était Alejandro. Et Alejandro avait toujours eu le pouvoir de me pétrifier d'un simple regard. Enfin, il bougea. Un pas en avant, puis un autre. Ses chaussures étaient en cuir italien, polies jusqu'à briller comme un miroir, silencieuses sur le sol coûteux de la clinique. Il traversa la pièce avec la grâce fluide d'un animal sauvage revêtu d'une peau humaine. Il s'arrêta à 1 mètre de moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, au parfum de cèdre et de bergamote, et quelque chose de plus sombre, quelque chose qui évoquait la fumée et les ombres. Assez près pour que je doive pencher la tête en arrière pour croiser son regard, Ella. Mon nom dans sa voix, grave, rauque, comme du gravier enveloppé de soie. Il avait toujours prononcé mon nom comme s'il s'agissait à la fois d'une prière et d'une malédiction. J'ouvris la bouche, la refermai, réessayai. Alejandro. Son regard se posa à nouveau sur mon ventre. Cette fois, il y resta. Je regardais sa gorge bouger lorsqu'il déglutit. Je vis ses mains se crisper en poing. Je vis les muscles de sa mâchoire se contracter. À quel stade? La question était silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui précède les tempêtes. Oui, moi. Les mots sortirent à peine plus fort qu'un murmure. Les mathématiques se reflétèrent sur son visage. Je pouvais le voir compter à rebours, calculer, comprendre. À moi. Ce simple mot renfermait des univers. L'espoir, la rage, la possession, des choses que je ne voulais pas nommer. J'aurais dû protéger ma fille des ombres et de la violence qui collait à Alejandro comme une seconde peau, mais je n'avais jamais été doué pour lui mentir. Je ne sais pas, ai-je commencé, mais il a bougé. Soudain, de manière impossible, il s'est accroupi devant moi, à hauteur de mes yeux, assez près pour que je puisse voir les reflets dorés dans ses iris sombres, assez près pour que sa chaleur rayonne contre ma peau. Sa main s'est tendue lentement, me laissant le temps de m'éloigner, et s'est posée sur mon ventre, paume à plat, doigts écartés, couvrant l'endroit où notre fille appuyait contre mon utérus. Son toucher était électrique, doux, respectueux, en totale contradiction avec la tension dangereuse qui émanait de chaque ligne de son corps. À moi, a-t-il répété. Pas une question cette fois, une revendication, une déclaration, une promesse. Et sous sa paume, ma fille donna un coup de pied. Les yeux d'Alejandro se posèrent sur les miens, écarquillés, choqués. Quelque chose de vulnérable passa sur son visage avant qu'il ne parvienne à le masquer.
Son autre main rejoignit la première, berçant mon ventre comme s'il était l'envers. Ella, mon nom à nouveau, mais différent maintenant. Allaitant, étrange. Ella, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Nous étions divorcés. J'ai réussi. Tu ne voulais pas? Non. Le mot claqua comme un coup de fouet. Ses mains se resserrèrent légèrement. Ne me dis pas ce que je veux. Le bébé donna un autre coup de pied, plus fort cette fois, et l'expression d'Alessandro se transforma. Émerveillement. Un émerveillement pur et sans filtre. Le genre d'expression que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Monsieur Vital, la voix de la réceptionniste était teintée de désespoir. Le docteur Morrison attend. Leandro ne la regarda pas. Il ne regardait rien d'autre que moi et l'enfant qui grandissait sous ses mains. Annulez le rendez-vous, dit-il, sans détourner le regard. Il continuait à me toucher, comme si je risquais de disparaître s'il me lâchait. Monsieur, je ne pense pas que Marco... Un mot, un nom. C'est tout ce qu'il fallait. J'entendis Marco bouger. J'entendis la réceptionniste retenir son souffle. J'entendis le murmure discret des voix et le bruissement caractéristique de l'argent qui changeait de main. Nous partons, dit Alejandro. Ses mains remontèrent pour encadrer mon visage, ses pouces effleurant mes pommettes, ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui fit oublier à mes poumons comment fonctionner. Toi, moi et notre bébé. Nous partons tout de suite. J'ai un rendez-vous. Je te trouverai les meilleurs médecins du pays, du monde, tout ce dont tu as besoin. Alejandro, je ne peux pas... Oui, il s'est penché vers moi, son front effleurant presque le mien, son souffle chaud contre mes lèvres. Tu peux, tu le feras, parce que c'est mon enfant, Ella, ma fille. Et j'ai passé 6 mois en enfer à penser que je t'avais perdu pour toujours. Je ne te perdrai pas à nouveau. Je ne la perdrai pas. Tu comprends? Ce n'était pas une question. C'était une promesse. Et Dieu m'a aidé. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Quelque chose que j'avais scellé le jour où j'avais signé les papiers du divorce. Tu m'as laissé partir, ai-je murmuré. L'accusation planait entre nous. Tu as signé les papiers. Tu es parti. La douleur a traversé son visage. Brute. Réel, je sais. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Ses mains tremblaient contre ma peau. Elles tremblaient vraiment. Laisse-moi arranger ça. Laisse-moi te protéger. Vous deux, s'il te plaît. Le s'il te plaît m'a bouleversé. Alejandro Vital ne disait pas s'il te plaît. Il ne suppliait pas. Il ne montrait pas de faiblesse. Mais il était là, à genoux, dans la salle d'attente d'une clinique, à demander. Ma fille donna un nouveau coup de pied, persévérant, exigeant, comme si elle votait. D'accord. J'ai respiré, sans réfléchir, sans planifier, juste en ressentant. D'accord. Alejandro a fermé les yeux un instant, comme si je lui avais donné quelque chose de précieux, quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Quand il les a rouverts, il brûlait. Marco a-t-il appelé, se levant et m'aidant à me relever. Sa main était douce mais ferme sur mon coude. Amenez la voiture tout de suite. Oui, monsieur. Et juste comme ça, mon monde soigneusement contrôlé s'est effondré. Le bras d'Alejandro s'est enroulé autour de ma taille, protecteur, possessif, me guidant vers la porte. J'ai aperçu le visage de la réceptionniste. Pâle, choquée, elle cherchait déjà son téléphone. L'air froid nous a frappés comme une gifle. La pluie tombait dans brouillard, transformant les rues de la ville en aquarelle. Une Mercedes noire aux vitres teintées attendait au bord du trottoir. Marco tint la porte ouverte, le visage impassible. Alejandro m'aida à monter comme si j'étais en porcelaine. Ses mains étaient partout, sur mon dos, mon bras, mon ventre, comme s'il ne pouvait s'empêcher de me toucher, comme s'il ne pouvait croire que j'étais réel. Il se glissa à côté de moi et Marco ferma la porte, nous enfermant dans le cuir et l'ombre. La voiture quitta le trottoir et je regardais la clinique disparaître dans le rétroviseur. Je regardais mon ancienne vie s'estomper dans la pluie et la distance. La main d'Alejandro trouva la mienne. Il entrelaça nos doigts. Il porta mes jointures à ses lèvres. « Tu es à nouveau mienne, murmura-t-il contre ma peau. Tu as toujours été mienne. » Et maintenant, sa main libre se posa à nouveau sur mon ventre. Possessive, protectrice. Maintenant, tu ne partiras plus jamais. Cela aurait dû me terrifier, me faire fuir. Mais tout ce que je ressentais, c'était la chaleur de son toucher,
le poids de sa promesse et la vérité indéniable que certaines prisons étaient une fête de dévouement plutôt que de barreaux. La Mercedes traversait la ville comme une ombre, silencieuse et fluide. La pluie striait les vitres teintées, transformant le monde extérieur en un tableau impressionniste. Des lumières floues, des bâtiments gris, des gens réduits à des silhouettes se dépêchant sous leur parapluie. À l'intérieur, les sièges en cuir étaient chauds, l'air parfumé par ce mélange de voitures de luxe et d'eau de Cologne d'Alessandro qui me faisait tourner la tête. Sa main n'avait pas quitté mon ventre, pas une seule fois. Sa paume reposait là avec une possessivité qui aurait dû m'effrayer, mais qui me semblait plutôt être une ancre, la seule chose solide dans un monde qui venait de basculer. Où allons-nous? Ma voix semblait étrange dans les habitacles silencieux. Une petite maison incertaine. Son pouce traçait des cercles sur le tissu de ma robe. Lentement, délibérément. Chaque rotation envoyait des étincelles le long de ma colonne vertébrale. J'ai une maison. Sa mâchoire se crispa. Je regardais le muscle sauter sous la barbe qui ombrageait son visage. Plus maintenant. Tu ne peux pas, Ella. Il se tourna complètement vers moi, et l'intensité de son regard fit taire toute protestation que j'aurais pu formuler. Tu es enceinte de 8 mois de mon enfant. Tu as vécu Dieu sait où, faisant Dieu sait quoi, sans moi, sans protection, sans ressources. Son autre main se leva pour me caresser le visage, me forçant à croiser son regard. Ces jours sont révolus. Tu comprends? Je me débrouille très bien. Une ombre passa sur son visage. Très bien. Tu trouves très bien de te tuer à la tâche alors que tu portes ma fille. Tu trouves très bien de vivre seul et vulnérable dans cette ville? Comment? Je m'interrompis et le fixai du regard. Comment sais-tu où je vis? Ce que je fais? Il eut la décence de détourner le regard un instant, Enan. Quand ses yeux revinrent vers les miens, ils ne contenaient aucune excuse. J'ai toujours su où tu étais, Ella. Chaque jour depuis ton départ. Ces mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Tu m'as surveillé, protégé. Sa correction fut immédiate. Aiguë. Il y a une différence. Ce n'est pas... Je poussai sa poitrine, essayant de créer un espace, mais son bras autour de ma taille se resserra. Pas douloureusement, juste assez pour me garder près de lui. Ce n'est pas acceptable, Alessandro. Tu ne peux pas espionner les gens comme ça. Je peux le faire quand ils m'appartiennent, sans hésitation, sans doute, juste avec une certitude absolue. Cela m'a coupé le souffle. Je ne t'appartiens pas. Plus maintenant. Nous sommes divorcés, tu te souviens? Son rire était amer, sombre. Un bout de papier ne change pas ce que tu es pour moi, ce que tu as toujours été. Son front se posa contre le mien. Tu crois que je pourrais simplement te laisser partir? Cesser de me soucier de ta sécurité, de savoir si tu manges, si tu... Sa main sur mon ventre appuya plus fermement. Si tu portes cet enfant, tu as signé les papiers, murmurai-je. L'accusation avait un goût de cendre. Tu m'as laissé partir. Je pensais faire ce qu'il fallait. Sa voix se brisa. Elle se brisa vraiment. Alejandro Vital, que je n'avais jamais vu montrer de faiblesse, qui évoluait dans le monde comme une violence enveloppée dans des costumes coûteux, semblait brisé. Je pensais te protéger de moi, de mon monde, de tout ce que je touche et qui se transforme en poison. Alors pourquoi? Parce que j'avais tort. Il s'est reculé juste assez pour me regarder. Me regarder vraiment. Parce que 6 mois sans toi ont été un enfer. Parce que je me réveille en cherchant ta main et que je ne trouve rien. Parce que je vois ton visage dans chaque foule et que ce n'est jamais toi. Parce qu'il s'est arrêté, a dégluti péniblement. Parce que je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et découvrir que tu portes mon enfant, que tu as traversé cela toute seule. Ses mains tremblaient à nouveau. Je ne peux pas, je ne veux pas. Plus maintenant. La voiture a tourné et j'ai senti le revêtement de la route changer. Plus lisse, plus silencieux. Nous nous dirigions vers la partie de la ville où l'argent murmurait au lieu de crier, où les immeubles avaient des portiers et des caméras de sécurité dissimulées dans des détails architecturaux raffinés. Alejandro, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement me kidnapper. Je ne te kidnappe pas. Son pouce a effleuré ma pommette. Je te ramène chez toi. Il y a une différence. Contre ma volonté, c'est ça. Il se pencha vers moi. Ses lèvres effleurèrent ma tempe, légère comme une plume, dévastatrice. Contre ta volonté, Ella, parce que ton pouls s'accélère.
Tes pupilles sont dilatées et tu n'as pas vraiment essayé de partir. Il avait raison. Maudite soit-il, il avait raison. J'aurais dû me débattre, crier, exiger que Marco arrête la voiture. Au lieu de cela, je suis restée assise là. Mon corps traître réagissait à chaque contact, chaque mot, chaque regard brûlant. Je te déteste, j'ai essayé, mais les mots sont sortis faibles, peu convaincants. Menteuse, a-t-il souri. Il a vraiment souri, et cela a transformé son visage, le rendant moins dangereux et plus dévastateur. Tu n'as jamais su me mentir. La voiture a ralenti, puis s'est arrêtée. À travers les vitres striées de pluie, je l'ai vu. Le bâtiment que j'avais tant essayé d'oublier. 30 étages de verre, d'acier et de luxe. Le penthouse où j'avais vécu en tant que son épouse. Où j'avais appris à aimer un homme qui vivait dans l'ombre. Marco ouvrit la porte. Le parapluie était déjà déployé. Alejandro sortit le premier, puis se retourna pour m'aider. Ses mains étaient douces sur mes bras, alors qu'il me guidait hors de la voiture, une paume revenant immédiatement dans le creux de mon dos, comme s'il ne pouvait supporter de ne pas me toucher. Le portier, Thomas, je me souvenais que son nom était Thomas, leva les yeux écarquillés. Madame Vital, Mademoiselle Hartley, le corrigeai-je automatiquement. La main d'Alejandro sur mon dos se transforma en acier. Madame Vital, dit-il, chaque mot précis, dangereuse. Ma femme, mon ex-femme, murmurai-je. Mais il me guidait déjà vers l'ascenseur. Marco suivait à 3 pas derrière, de l'eau coulant de son costume sombre, les yeux scrutant le hall avec une paranoïa professionnelle. L'ascenseur était vide, privé. Il ne menait qu'au penthouse. Alejandro avait acheté tout le dernier étage il y a des années, le transformant en une forteresse de luxe et de sécurité. Les portes se fermèrent, et soudain, l'espace me parut trop petit, trop intime, trop rempli de sa présence et de sa chaleur, et de ses mains qui n'arrêtaient pas de me toucher. Tu ne peux pas me garder ici, dis-je en regardant les chiffres défiler. 25, 26, 27. Je ne te garde nulle part. Son souffle était chaud contre mon oreille. Tu es libre de partir quand tu veux, mais tu ne le feras pas. Comment le sais-tu? Parce qu'il pleut, parce que tu es épuisé, parce que tu es enceinte de 8 mois, que tes pieds sont enflés, que tu as mal au dos et que tu as besoin de te reposer. Il s'est rapproché de moi, car au fond, malgré toute cette colère et cette fierté, tu sais que ta place est ici, avec moi. L'ascenseur a sonné, 29:30. Les portes se sont ouvertes sur le hall privé que j'avais traversé 1000 fois en tant que son épouse. Sol en marbre, œuvre d'art originale, système de sécurité qui coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Alejandro m'a guidé à l'intérieur et la porte s'est refermée derrière nous avec un léger clic qui semblait définitif. Le penthouse était toujours le même. Des baies vitrées donnant sur la ville. Des meubles qui coûtaient plus cher que des voitures. Tout était dans des tons de gris, noir et blanc, austère, magnifique et froid. Mais j'ai alors remarqué des différences, des fleurs partout, des roses blanches et des vases en cristal sur toutes les surfaces, mes préférés. Il s'en était souvenu, et sur la table basse, une pile de livres. Je me suis approché, la main d'Alejandro ne quittait pas ma taille. Des guides sur la grossesse, des manuels sur l'éducation des enfants. À quoi s'attendre quand on attend un enfant, avec des pages marquées par des post-it à l'écriture soignée d'Alejandro? Depuis combien de temps, ai-je demandé? Ma voix était à peine audible. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 semaines. Il s'est placé derrière moi, posant son autre main sur mon ventre, berçant le ventre rond de notre fille entre ses paumes. Marco t'a vu à la clinique. Tu prenais rendez-vous. Il m'a appelé immédiatement. 3 semaines. Il le savait depuis 3 semaines et ne m'avait pas abordé. Il n'avait rien dit. Il s'était contenté d'observer, de se préparer. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'avais peur. Cette confession était difficile à formuler, brisée. Peur que tu t'enfuis, peur que tu te caches de moi, peur que j'insiste trop et que je vous perde tous les deux. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Alors j'ai attendu. J'ai demandé à Marco de te suivre pour m'assurer que tu étais en sécurité. J'ai pris des dispositions, préparé cet endroit, et je me suis dit que la prochaine fois que je te verrai, je ne te laisserai plus partir. Je me suis retourné dans ses bras, ce qui n'était pas facile avec mon ventre de femme enceinte, et je l'ai regardé.
Je l'ai vraiment regardé. Pour la première fois depuis la clinique, je me suis permis de voir au-delà du danger, du pouvoir et du contrôle. Je me suis autorisé à voir les cernes sous ses yeux, les nouvelles rides autour de sa bouche, la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle me touchait. Tu as l'air fatigué, ai-je dit. Il a ri. Le son était creux. Je n'ai pas dormi correctement depuis 6 mois. Pas depuis que tu es parti. Alejandro, je sais ce que tu vas dire. Son pouce a tracé le contour de ma lèvre inférieure. Que c'est trop, trop rapide, trop intense, que je devrais te laisser de l'espace, du temps, te laisser faire tes propres choix. Il s'est penché jusqu'à ce que son front touche le mien. Mais je ne peux pas, Ella. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais tu es là maintenant, tu portes mon enfant. Et tous mes instincts me crient de te protéger, de te garder près de moi, de m'assurer que rien dans ce monde ne peut te faire de mal. Ce n'est pas sain, murmurai-je. Je n'ai jamais prétendu être sain. Son sourire était vif, conscient de lui-même. Je suis beaucoup de choses, Amore, mais sain n'en fait pas partie, surtout quand il s'agit de toi. Le bébé donna un grand coup de pied. Juste là où ses mains reposaient, ses yeux s'écarquillèrent. La même merveille que j'avais vue à la clinique transformait ses traits. Ça fait mal, demanda-t-il lorsqu'elle bougeait ainsi. Parfois. La plupart du temps, c'est juste étrange, comme si quelqu'un d'autre vivait à l'intérieur de toi. Elle est forte. La fierté colorait sa voix, tout comme celle de sa mère. Comment sais-tu que c'est une fille? Son sourire devint secret. Je sais tout de toi, Ella, y compris le fait que tu as passé une échographie pour connaître le sexe du bébé il y a 2 semaines. Des confettis roses. Tu as pleuré. Cette intrusion dans ma vie privée aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose. Quelque chose de chaud et de dangereux qui se répandait dans ma poitrine. Tu es insupportable, ai-je dit, et tu es magnifique. Il m'a embrassé sur le front. Douce, respectueuse, encore plus belle que dans mes souvenirs. La grossesse te va bien. Je suis énorme. Tu es parfaite. Ses mains ont caressé mon ventre avec une douceur qui contredisait tout ce que je savais de lui. Absolument parfaite, et elle est parfaite, et je serais damné si je vous laisse à nouveau hors de ma vue. Alejandro, tu ne peux pas simplement... Un téléphone a vibré. Alejandro a serré la mâchoire. Il a sorti un appareil élégant de sa poche, l'un des nombreux, me suis-je souvenu, et a jeté un coup d'œil à l'écran. Ce qu'il vit le fit durcir le regard. Marco, appela-t-il. Son bras droit apparut de l'endroit où il se tenait. Situation. La réceptionniste de la clinique a passé 4 appels après notre départ. 2 à des site people, un à sa sœur, un à un numéro inconnu. La main d'Alessandro sur mon ventre se resserra légèrement. Occupe-t'en, c'est déjà fait. Les photos sont contenues. Les site people ont été persuadés de laisser tomber l'histoire. Et le numéro inconnu a été localisé dans le centre-ville, sur un téléphone jetable. Nous travaillons à l'identifier. Je sentis tout le corps d'Alessandro se crisper. Le changement était subtil mais complet. L'homme qui me tenait dans ses bras était passé d'un amant tendre à quelque chose de complètement différent. Quelque chose de dangereux double la sécurité, dit-il. Sa voix était devenue froide, monotone. La voix qu'il utilisait pour donner des ordres, pour faire face aux menaces, surveiller de près tous ceux qui avaient observé son immeuble au cours du dernier mois et découvrir à qui appartenait ce téléphone jetable. Oui, monsieur. Marco disparut et l'attention d'Alessandro revint vers moi. Mais quelque chose avait changé. Ses yeux étaient désormais plus sombres, plus durs. Qu'est-ce que cela signifiait, ai-je demandé. Rien qui ne te concerne, Alessandro. Non. Il a pris mon visage entre ses mains, avec fermeté, sans concession. C'est mon monde, Ella. Celui dont je t'ai tenu éloigné. Celui dont je t'ai séparé pour te protéger. Mais tu portes mon enfant maintenant, et cela fait de toi une cible. Que cela te plaise ou non, la peur, froide et aiguë, me transperçait. Quel genre de cible? Le genre qui signifie que tu ne quittes pas cet appartement sans moi. Le genre qui signifie que Marco ou l'un de mes hommes est toujours à proximité. Le genre qui signifie... Il s'arrêta, respira profondément. Le genre qui signifie que je tuerai quiconque osera te faire du mal. Il l'a dit si calmement, si naturellement, comme s'il parlait de la météo plutôt que d'un meurtre. Tu me fais peur, ai-je murmuré. Tant mieux. Il m'a serré contre lui, protecteur, possessif.
Tu devrais avoir peur. Le monde dans lequel je vis n'est pas sûr, il n'est pas propre. Et maintenant que les gens s'appointent pour toi, Néné, ou pour le bébé, ses bras se sont resserrés autour de moi comme une cage faite de muscles, d'os et d'un besoin désespéré. Maintenant, c'est à moi de te protéger, de te garder, de te mettre en sécurité, quel qu'en soit le prix. C'est de la folie. Bienvenue dans ma vie, Madame Vital. Il m'embrassa sur la tempe, puis sur la joue, puis au coin de la bouche. Chaque contact était une marque, une revendication. Tu t'es déjà engagé dans cette voie. Il est temps de te rappeler ce que cela signifie. La première nuit de mon retour dans l'appartement d'Alejandro, je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Le lit était trop moelleux, trop familier, trop rempli de souvenirs de nuit où son corps s'enroulait autour du mien comme un bouclier. Les draps sentaient son odeur, ce mélange enivrant de cèdre et de bergamote qui me hantait depuis 6 mois. Et chaque fois que je fermais les yeux, je sentais ses mains sur mon ventre. J'entendais sa voix me promettre de me protéger. Je voyais cette intensité dangereuse dans ses yeux sombres. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné. Ma fille était de toute façon réveillée, faisant des acrobaties contre mes côtes, comme si elle s'entraînait pour une sorte d'Olympiade in utero. Je me suis relevé, une manœuvre peu gracieuse qui m'a obligé à rouler sur le côté et à utiliser mes bras comme levier, puis je suis sorti de la chambre. Le penthouse était plongé dans l'obscurité, à l'exception des lumières de la ville qui filtraient à travers les baies vitrées. 30 étages plus bas, le monde bougeait en flux rouges et blancs, les feux arrière et les phares dessinant des rivières à travers les rues détrempées par la pluie. D'ici, tout semblait petit, gérable, sûr. Je savais que ce n'était pas le cas. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai sursauté, portant ma main à ma poitrine. Alejandro se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, éclairé à contre-jour par la lueur de plusieurs écrans d'ordinateur. Il avait troqué son costume coûteux contre un pantalon noir et une chemise blanche aux manches retroussées, dévoilant ses avant-bras musclés et décorés de cicatrices que j'avais tracées 100 fois du bout des doigts. Tu m'as fait peur. J'ai respiré. Je suis désolé. Il s'est approché de moi avec cette grâce prédatrice qui faisait toujours battre de mon cœur plus vite. Je t'ai entendu bouger. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Je vais bien. Je suis juste agité. Son regard s'est posé sur mon ventre. Il posait toujours son regard sur mon ventre maintenant, comme s'il ne pouvait s'en empêcher, et ses yeux se sont adoucis. Elle est active ce soir. Apparemment, elle est nocturne. Un sourire a effleuré ses lèvres. Un sourire sincère, chaleureux, le genre de sourire dont j'étais tombée amoureuse avant de comprendre ce que signifiait vraiment aimer Alejandro Vital. Elle tient de son père. Il a comblé la distance qui nous séparait et, sans demander la permission, a posé ses 2 mains sur mon ventre arrondi. Ce contact me redevint familier, naturel comme si ses mains avaient leur place là. Notre fille donna un coup de pied contre ses paumes et son sourire s'élargit. Elle est forte, murmura-t-il. Elle tient vraiment de son père. Têtu, rétorquai-je. Elle tient vraiment de son père. Il rit vraiment, et le son réchauffa quelque chose dans ma poitrine que je croyais gelée. Son front s'abaissa pour toucher le mien, et pendant un instant, nous sommes restés là, dans l'obscurité, reliés par les mouvements de notre fille entre nous. Viens ici, dit-il finalement en me prenant de la main. Je veux te montrer quelque chose. Il m'a conduite dans le couloir jusqu'à une porte que je pensais être celle de la chambre d'amis. Mais lorsqu'il l'a ouverte, j'ai oublié comment respirer. Une chambre d'enfant, complète et parfaite, exactement comme je l'aurais conçue si j'avais eu des ressources illimitées et quelqu'un qui me comprenait parfaitement. Les murs étaient peints d'un vert sauge doux, apaisant, neutre, exactement comme je lui avais dit un jour que je voulais pour la chambre d'un bébé lors d'une conversation tardive que je pensais qu'il avait oubliée. Un berceau blanc était placé contre un mur, déjà garni de draps ornés de délicats motifs d'animaux de la forêt. Un fauteuil à bascule était placé près de la fenêtre, de manière à profiter de la lumière du matin. Des étagères étaient remplies de livres cartonnés, de livres d'images, de classiques que j'avais aimés quand j'étais enfant. Et dans un coin, un mobile était suspendu au-dessus d'une table allongée, de minuscules étoiles et lunes en feutre tournoyant lentement dans le courant d'air doux de la climatisation. Quand as-tu... Je n'ai pas pu finir ma phrase. Je n'arrivais pas à comprendre.
qu'il avait fait tout cela en 3 semaines. Alors que je me débattais seul dans mon studio, essayant d'assembler des meubles d'occasion pour bébé achetés sur des sites de vente en ligne, le lendemain du jour où Marco m'avait annoncé la nouvelle, sa main avait retrouvé le creux de mon dos, ce point de contact constant dont il semblait avoir besoin. J'avais demandé à des designers de travailler sans relâche pour créer la chambre parfaite pour notre fille. Alejandro, c'est trop. Ce n'est pas suffisant. Il m'a tourné vers lui, ses mains encadrant mon visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. Rien de ce que je ferai ne suffira jamais à compenser mon absence ces derniers mois. Pour ne pas avoir su, pour ne pas t'avoir protégé. Je ne t'ai rien dit. Tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Ses pouces ont tracé le contour de mes pommettes. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû le sentir d'une manière ou d'une autre. Tu es ma femme, mon ex-femme. Sa mâchoire se crispa. Ça changera demain. Je clignai des yeux. Quoi? On va se remarier. J'ai déjà tout organisé. Tu ne peux pas simplement. Je poussai sa poitrine, mais il ne bougea pas. Alessandre, tu ne peux pas simplement décider qu'on va se remarier? Ça ne marche pas comme ça. Alors dis-moi comment ça marche. Il me repoussa doucement contre le mur, m'emprisonnant entre ses bras de chaque côté de ma tête. Pas de manière menaçante, juste présente. Inévitable. Dis-moi comment je suis censé laisser ma femme enceinte vivre séparément de moi. Dis-moi comment je suis censé dormir en sachant que toi et notre fille n'étaient pas protégés. Dis-moi, sa voix se brisa. Dis-moi comment je suis censé survivre à te perdre à nouveau. C'est toi qui m'as laissé partir. La plus grande erreur de ma vie. Il s'est penché vers moi, son souffle chaud contre mes lèvres. Une erreur que je ne répéterai pas. Tu es à moi, Ella. Tu as toujours été à moi. Et ce bébé que tu portes, elle est à moi aussi. Ma famille, ma responsabilité, mon tout. C'est fou. Oui, sans hésitation, sans déni. Je suis fou de toi. Fou de protection. Fou d'obsession. J'ai toujours été fou quand il s'agit de toi. Sa main glissa à nouveau sur mon ventre. Mais maintenant, il faut penser à elle. Et je te promets, amour, que je brûlerai toute cette ville avant de laisser quoi que ce soit vous arriver. Le plus effrayant, c'est que je le croyais. J'ai besoin de temps, murmurai-je, pour réfléchir, pour digérer tout ça. Tu as jusqu'à demain après-midi, Alessandro. Ce n'est pas négociable. Il m'embrassa sur le front. Doucement, définitivement. Nous faisons ce qu'il faut. Légal, contraignant, indestructible. Tu porteras à nouveau mon nom. Tu bénéficieras de ma protection, de mes ressources. Tout ce qui m'appartient deviendra tien. Je ne veux pas de ton argent. Je sais. Son sourire était tendre, bouleversant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Tu n'as jamais voulu tout cela. La richesse, le pouvoir, le statut. Tu ne voulais que moi. Je voulais la version de toi qui ne me terrifiait pas. Cette version n'existe pas. Honnêteté brutale. Je suis terrifiant, Ella. J'ai fait des choses qui te feraient t'enfuir en hurlant. J'ai fait du mal à des gens, détruit des vies, bâti un empire sur le sang, la peur et la cruauté. Ses mains se resserrèrent sur mon ventre, protectrice, possessive. Mais je ne t'ai jamais, pas une seule fois, fait de mal. Et je ne le ferai jamais. C'est la promesse que je peux te faire. La seule qui compte, notre fille a donné un coup de bébé, est d'être d'accord avec lui. Traître, je suis épuisé, ai-je admis. L'adrénaline des 12 dernières heures s'estompait, me laissant vide et tremblante. Alors laisse-moi prendre soin de toi. Il m'a soulevé, m'a littéralement prise dans ses bras comme si je ne pesais rien malgré mon ventre de femme enceinte et m'a porté jusqu'à la chambre. Ce geste aurait dû être ridicule. Au contraire, il semblait inévitable. Il m'a allongé doucement, arrangeant les oreillers derrière mon dos et sous mes genoux avec une attention si minutieuse que j'en ai eu la gorge serrée. Puis, il s'est allongé à côté de moi, une main retrouvant immédiatement mon ventre. « Dors », m'a-t-il ordonné doucement. « Je veillerai sur vous deux. Tu as besoin de dormir, toi aussi. Je vais dormir. Plus fade, maintenant. » Son pouce dessinait des cercles à l'endroit où notre fille appuyait contre mon ventre. Maintenant, je veux juste la sentir bouger. Je veux mémoriser ce moment, rattraper tous les moments que j'ai manqués. J'aurais dû le renvoyer. J'aurais dû maintenir des limites. J'aurais dû protéger mon cœur pour ne pas retomber dans le piège de l'amour pour Alessandro Vital. Mais j'étais fatigué.
tellement fatigué. Et sa chaleur m'envahissait. Sa présence me faisait me sentir plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois, et mon corps traître se détendait déjà dans le confort familier de sa présence. Juste ce soir, murmurai-je, les yeux fermés. Tous les soirs, corrigea-t-il. Ses lèvres effleurèrent ma tempe. Pour le reste de notre vie, voulais-je rétorquer, voulais-je me battre, mais le sommeil m'emporta. Et la dernière chose que j'ai ressentie, c'était la main d'Alessandro sur mon ventre et sa promesse murmurée en italien. Des mots que j'avais appris pendant notre mariage. Des mots qui signifiaient mienne, toujours mienne, pour toujours mienne. Le matin est arrivé avec la lumière du soleil et l'odeur du café. J'ai cligné des yeux pour me réveiller lentement, désorienté. Le lit était vide à côté de moi, mais j'entendais du bruit dans l'autre pièce. Des voix, le grondement grave d'Alejandro et les réponses plus calmes de Marco. Je me suis levé en grimaçant à cause de la raideur de mon dos. Être enceinte de 8 mois était une torture particulière. Tout me faisait mal, rien ne m'allait et je devais constamment aller aux toilettes. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain, je me suis vu dans le miroir et j'ai grimacé. Mes cheveux étaient en bataille, mon visage était bouffi. La robe dans laquelle je m'étais endormi était irrémédiablement froissée. Quand je suis sorti, Alessandro m'attendait. Il avait pris une douche et enfilé des vêtements propres, un pantalon anthracite et une chemise noire qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Il était parfait, dangereux, à moi. Non, plus à moi. Plus maintenant. Bonjour. Il s'approcha immédiatement de moi, soumis, les mains tendues vers mon ventre comme une boussole cherchant le nord. Tu as bien dormi, mieux que depuis des mois, mis-je à contre-cœur. La satisfaction brillait dans ses yeux. Tant mieux. J'ai préparé le petit déjeuner. Viens. Il m'a guidé jusqu'à la salle à manger où la table était chargée de suffisamment de nourriture pour nourrir une armée. Des fruits frais, des viennoiseries, des œufs préparés de 3 façons différentes, des toasts, du jus de fruits, du café, du décaféiné, ai-je remarqué. Il s'en était souvenu. C'est trop, ai-je dit. Tu dois manger pour elle. Sa main n'avait pas quitté le bord de mon dos, ce contact possessif constant qui redevenait normal. Assieds-toi. Je vais te préparer une assiette. Je peux me servir toute seule. Je sais que tu peux. Il tira une chaise et attendit. Fais-moi plaisir. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certaine vulnérabilité sous le ton autoritaire. Je m'assis donc et le regardai remplir une assiette en prêtant attention à la nutrition et à la variété. Il se souvenait de ce que j'aimais, de ce qui me donnait la nausée, de ce dont j'avais envie. Il posa l'assiette devant moi et s'assit à côté de moi. Assez près pour que nos cuisses se touchent, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur. Son attention ne s'est jamais détournée de moi pendant que je mangeais. Ses yeux sombres suivaient chaque bouchée comme s'il voulait la mémoriser. Arrête de me fixer, ai-je dit, la bouche pleine d'œufs brouillés. Je ne peux pas m'en empêcher. Sa main a trouvé mon genou sous la table. Il l'a serré doucement. Tu me manquais quand tu faisais des choses ordinaires. Manger, lire, exister. C'est effrayant, je sais. Sans honte, sans excuse. On m'a dit que j'étais obsédé par toi. Apparemment, le divorce n'y change rien. Apparemment, non. Marco est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage impassible, mais la tension était palpable dans ses épaules. Monsieur, nous avons un problème. Le comportement d'Alessandro a complètement changé. L'amant tendre avait disparu, remplacé par quelqu'un de froid et de mortel. Quel genre de problème? Quelqu'un a posé des questions sur Madame Vital. À propos de la grossesse, j'ai senti la main d'Alessandro sur mon genou se transformer en pierre. Qui? Nous enquêtons toujours, mais ils ont été persistants. Professionnels. Ils savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Comme quoi? Les yeux de Marco se sont posés sur moi, puis sont revenus sur Alejandro. Comme l'endroit où elle vit, où elle travaille, ses rendez-vous chez le médecin. De la glace a envahi mes veines. Quelqu'un m'a suivi, photographié, documenté. La voix de Marco était restée soigneusement neutre pendant au moins 2 mois. 2 mois avant même qu'Alessandro ne sache pour la grossesse. Quelqu'un d'autre m'avait observé, suivi, constitué un dossier sur ma vie. Alessandro s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Je veux des noms, je veux des lieux, je veux toutes les informations dont nous disposons sur la personne qui fait cela. Sa voix était d'un calme mortel, le genre de calme qui précède la violence. Et je les veux dans l'heure, je m'en occupe déjà. Marco a hoché la tête une fois et a disparu.
J'ai fixé mon petit déjeuner à moitié mangé, soudainement prise de nausée. Alessandro, que se passe-t-il? Il était à mes côtés en un instant, accroupi pour être à la hauteur de mes yeux. Ses mains ont encadré mon visage, me forçant à le regarder. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en occupe. Quelqu'un me harcèle depuis 2 mois et tu veux que je ne m'inquiète pas. Ils ne s'approcheront plus de toi. J'en suis absolument certain. Je te le promets. Qui qu'il soit, quoi qu'il veuille, c'est fini. Terminé. Je m'en assurerai. Comment? Son sourire était tranchant, dangereux. Il n'avait rien de chaleureux ni de doux. Tu ne veux pas connaître la réponse à cette question, Amor. Il avait raison. Je ne voulais pas. Mais alors que j'étais assise dans son penthouse, entourée de luxe et de protection, mais aussi du poids étouffant de son obsession, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. J'étais piégé, pas par des barreaux, des chaînes ou des portes verrouillées, piégé par mon propre cœur, par celui qui grandissait en moi et qui donnait des coups à chaque fois qu'il parlait, par la partie de moi qui se sentait plus en sécurité dans ses bras dangereux que je ne l'avais jamais été seul. Alejandro Vital m'avait déjà laissé partir une fois. Je pensais m'être échappé, mais en le regardant maintenant, avec l'intensité possessive dans ses yeux, la fureur protectrice qui émanait de chaque ligne de son corps, la certitude absolue que je lui appartenais, j'ai compris la vérité. Il ne m'avait jamais vraiment laissé partir. Il avait simplement attendu le bon moment pour me ramener dans son orbite. Et maintenant, enceinte de sa fille, j'étais complètement, irrévocablement piégé. La porte de la cage dorée s'était refermée. Et Dieu m'a aidé. Une partie de moi était soulagée. Les 3 jours passés dans l'appartement terrasse d'Alejandro ont été comme suspendus dans l'ambre. Magnifique, étouffant, irréel. Il travaillait à domicile, transformant son bureau en centre de commandement où Marco et divers autres hommes en costumes coûteux allaient et venaient à une fréquence alarmante. J'entendais des bribes de conversation à travers les portes closes, des mots comme surveillance, évaluation des menaces et confinement me nouèrent l'estomac d'une anxiété que j'essayais d'ignorer. Mais quand Alejandro était avec moi, tout cela disparaissait. Il devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un d'attentif, de doux et tellement concentré sur mon bien-être que j'avais l'impression d'être au soleil. Il avait demandé au Dr. Morrison de venir me voir à domicile. Apparemment, assez d'argent pouvait convaincre n'importe qui d'abandonner ses limites professionnelles. Elle m'avait examiné dans sa nurserie qu'Alessandro avait aménagée, ses mains expertes vérifiant ma tension artérielle, mesurant mon ventre, écoutant les battements forts du cœur de notre fille, tandis qu'Alessandro observait depuis l'embrasure de la porte avec une expression qui ressemblait à une prière. Tout semble parfait, avait déclaré le Dr. Morrison en rangeant son matériel. Le bébé est en bonne santé. Il est bien positionné. Vous vous en sortez à merveille, Ella. Alessandro l'avait payé en espèces, une somme obscène qu'elle avait acceptée sans sourciller, comprenant probablement que la discrétion faisait partie de la transaction. Maintenant, au 4e matin, je me tenais seul dans la nurserie, passant mes doigts sur les barreaux lisses en bois du berceau. Dehors, à pluie tombait l'averse, transformant la ville en une aquarelle floue. À l'intérieur, tout était chaleureux, sûr et cher, trop parfait, trop semblable à un rêve dont je me réveillerais. Elle dormira ici. La voix d'Alejandro retentit derrière moi. Je ne l'avais pas entendu approcher. Il se déplaçait comme de la fumée, quand il le voulait, juste à côté de notre chambre, assez près pour que nous l'entendions dès qu'elle aura besoin de nous. Tu veux dire assez près pour que tu puisses la surveiller de manière obsessionnelle? Le corrigeai-je sans me retourner. Ses bras glissèrent autour de ma taille et par derrière, ses mains se posant sur mon ventre avec cette révérence possessive qui était devenue constante. Oui, acquiesça-t-il sans honte. Ça aussi. Je m'adossais contre sa poitrine malgré moi. Il était chaud, solide, réel, et mon corps se souvenait d'avoir été tenu par lui. Il se souvenait de la sécurité de son étreinte, même lorsque mon esprit criait des avertissements. Alejandro, nous devons parler de tout cela. Je fis un geste vague vers la nurserie, le penthouse, la vie qu'il était en train de construire autour de moi sans ma permission. De ce qui allait se passer ensuite, du mariage de demain. Ses lèvres effleurèrent ma tempe. Je sais que tout est arrangé. Je me retournai dans ses bras, ce qui devenait de plus en plus difficile avec mon ventre de femme enceinte. Je n'ai pas donné mon accord, tu le feras, avec une certitude absolue.
comme si mon accord était inévitable, prédestiné. Parce que tu es pragmatique, Ella. Tu l'as toujours été. Et tu sais qu'être à nouveau ma femme te protège. La protège. Sa main appuya sur l'endroit où notre fille bougeait sous ma peau. Lui donne mon nom, ma légitimité, mon monde, ton monde dangereux. Tous les mondes sont dangereux. Il prit mon visage entre ses mains, le relevant pour que je n'aie d'autre choix que de croiser son regard sombre et déterminé, doté des ressources nécessaires pour riposter avec puissance afin de protéger ce qui m'appartient, avec moi entre toi et tout ce qui pourrait te faire du mal. Et la personne qui me suit, l'as-tu déjà trouvée? Quelque chose a traversé son visage. De la fureur froide et mortelle. Nous sommes proches, ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras. Son pouce a tracé le contour de ma lèvre inférieure. Fais-moi confiance pour gérer cela, Amory. Fais-moi confiance pour te protéger. Je t'ai fait confiance avant. Tu as divorcé. La douleur transperça son expression. Brute, réelle, et je l'ai regretté chaque jour depuis. Chaque heure, chaque minute. Il pressa son front contre le mien. Je pensais te protéger en te laissant partir. Je pensais que mon monde était trop sombre, trop violent, trop corrompu pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un de pur, de bon et d'innocent. Je ne suis pas innocente. Tu l'es par rapport à moi. Ses mains se glissèrent dans mes cheveux, perçant ma tête. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait, Ella. De ce dont je suis capable, des choses que j'ai ordonnées, du sang sur mes mains, alors dis-moi. Non. Immédiatement. Définitivement. C'est une chose que je ne ferai jamais. Tu n'as pas besoin de cette noirceur dans ta tête. Tu n'as pas besoin de me voir comme le monstre que je suis. Tu n'es pas un monstre. Son rire était amer. Tu penses cela uniquement parce que j'ai fait très attention à ce que tu voyais. Mais je suis à mort. Je suis un monstre qui t'aime, qui tuerait pour toi, qui brûlerait le monde entier si cela pouvait te protéger. Ses mains se resserrèrent dans mes cheveux. Pas douloureusement, juste désespérément. Cela te terrifie-t-il? Oui, murmurai-je honnêtement. Tant mieux. Cela devrait. Il embrassa mon front, doucement, avec révérence, en totale contradiction avec ses paroles. Mais sache ceci, je ne te ferai jamais de mal. Jamais. Toi et notre fille êtes les seules choses pures dans ma vie. Les seules choses qui valent la peine d'être protégées. Notre fille a choisi ce moment pour donner un grand coup de pied, juste là où la main d'Alejandro reposait sur mon ventre. Il a souri. Il a vraiment souri. Et la transformation était stupéfiante. Toute cette noirceur et ce danger se sont transformés en quelque chose de tendre. Elle est d'accord avec moi. Il a dit qu'elle avait un très mauvais jugement. Elle a l'entêtement de son père. Il s'est alors agenouillé là, dans la chambre d'enfant, et a pressé ses lèvres contre mon ventre, murmurant quelque chose en italien que je n'ai pas bien compris. Quelque chose à propos de protection, d'amour et de promesses. Quand il m'a regardé, ses yeux étaient humides. Alejandro Vital, chef de la mafia, homme dangereux, tueur, pleurant probablement sur notre fille à naître. Je vais être un bon père, a-t-il dit. Ce n'était pas une question, mais une promesse. Je vais tout lui donner. La protéger de tout. L'aimer comme je t'aime. Complètement, obsessionnellement, sans réserve. C'est ce qui me fait peur, ai-je admis. Il s'est levé et m'a serré à nouveau contre lui. Alors, aie peur. Mais ne pars pas. Ne me l'enlève pas. Laisse-moi faire ça, Ella. Laisse-moi être à nouveau ton mari. Laisse-moi être son père. Laisse-moi prouver que je peux être meilleur qu'avant. Tu peux être son père sans que nous soyons mariés. Je veux les deux. Sa mâchoire était crispée, obstinée, immuable. Je veux que tu remettes cette bague à ton doigt. Je veux que mon nom soit associé au tien. Je veux que tous ceux qui te regardent sachent que tu es à moi. Protégé, intouchable. Ce n'est pas romantique, Alessandro. C'est possessif. Je sais. Je ne m'excuse pas. Je n'ai jamais prétendu être romantique. Je suis possessif et jaloux, et probablement un peu fou quand il s'agit de toi. Mais je suis aussi dévoué, loyal, complètement à toi d'une manière qui terrifierait la plupart des gens. Il se pencha, ses lèvres effleurant les miennes, sans vraiment m'embrasser, juste présente. Demain, tu m'épouses, et cette fois, je ne signerai jamais les papiers du divorce, je ne te laisserai jamais partir, je ne ferai plus jamais l'erreur de penser que je peux survivre sans toi.
Avant que je puisse répondre, Marco apparut dans l'embrasure de la porte. Son expression était soigneusement neutre, mais j'avais appris à lire les signes subtils. La tension dans ses épaules, la façon dont sa main reposait à l'intérieur de sa veste, là où je savais qu'il gardait une arme. Monsieur, nous l'avons trouvé. Alejandro serait dit où? Dans le quartier des entrepôts, en centre-ville. Il loge dans une chambre au-dessus d'un prêteur sur gage. Nous surveillons les lieux. Équipement, surveillance professionnelle, plusieurs caméras, dossier sur Madame Vital remontant à 4 mois. Marco me jeta un regard rapide avant de détourner les yeux. Et les autres? Les autres? Demandai-je. Ma voix était faible, effrayée. La main d'Alessandro sur mon dos se resserra. Protectrice. Combien d'autres? 6 que nous avons identifiées jusqu'à présent. Toutes des femmes, toutes enceintes, toutes... Marco hésita. Toutes liées à des familles de notre monde. La pièce se mit à tourner. Je m'agrippais au bras d'Alessandro pour garder l'équilibre et il m'enlaça immédiatement pour soutenir mon poids. Il cible les femmes enceintes. Je m'en suis sorti. Il semblerait. La voix de Marco était professionnellement calme, comme s'il discutait tous les jours de sociopathes ciblant des femmes vulnérables. C'était peut-être le cas. Nous sommes encore en train de reconstituer son plan final. Je le veux. La voix d'Alessandro était devenue plate, vide, le genre de vide qui précède la violence. Vivant, maîtrisé, prêt à être interrogé dans l'heure qui suit. Déjà en mouvement, et les autres femmes, nous contactons leurs familles en ce moment même pour les avertir et leur offrir notre protection. Alessandro acquiesça d'un signe de tête. Marco disparut, et je restais là, dans ma magnifique chambre d'enfant, entouré de meubles coûteux et de mobiles représentant des animaux de la forêt, réalisant que le danger n'était pas un concept abstrait. Il était réel, immédiat, visant des femmes exactement comme moi. « Je vais être malade », murmurai-je. Alessandro m'emmena immédiatement dans la salle de bain, me tenant les cheveux pendant que je vomissais dans les toilettes. Je n'ai rien vomi. Je n'avais pas assez mangé, mais mon corps a quand même essayé, rejetant la peur qui envahissait mon organisme. Lorsque les spasmes ont cessé, il a humidifié un gant de toilette et m'a essuyé le visage avec une douceur qui m'a fait monter les larmes aux yeux. « C'est ma faute », ai-je dit. Des larmes coulaient maintenant sur mes joues, chaudes et incontrôlables. Si je ne t'avais pas quitté, si j'étais resté, rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais été protégé. Arrête. Il a pris mon visage entre ses mains, me forçant à le regarder. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout cela. Tu es parti parce que je t'ai repoussé, parce que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas la bienvenue, parce que j'étais trop lâche pour admettre que j'avais plus besoin de toi que de te protéger de mon monde. Quelqu'un m'observe, me photographie. Préparer quoi? Que préparait-il? Alejandro, sa mâchoire se crispa. Je ne sais pas encore, mais je le découvrirai. Et ensuite, je m'assurerai qu'il ne menace plus jamais personne. Tu vas le tuer. Il ne l'a pas nié. Il n'a même pas essayé. Tu préférerais que je ne le fasse pas? J'aurais dû dire oui. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû m'enfuir en hurlant devant cet homme qui parlait de meurtre comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Au lieu de cela, j'ai pensé à quelqu'un qui m'observait, me suivait jusqu'à mon studio, me photographiait à travers les fenêtres, planifiait quelque chose de terrible pour moi et ma fille à naître. Non, ai-je murmuré, je ne préférerais pas que là. Une lueur féroce et satisfaite brillait dans les yeux d'Alejandro. Tant mieux, car il est déjà mort. Il ne le sait pas encore. Il m'a aidé à me relever, soutenant mon poids alors que mes jambes tremblaient, m'a raccompagné dans la chambre, m'a bordé dans le lit comme si j'étais quelque chose de précieux et de fragile. « Repose-toi », m'a-t-il ordonné. « Je dois m'occuper de ça. Marco sera juste devant la porte. Tu es en sécurité ici et là. Je te le promets. Où vas-tu? J'ai une conversation à avoir avec l'homme qui surveille ma femme. » Le mot « femme » sortit comme une revendication, une menace. Ça ne sera pas long. Il m'embrassa sur le front, puis sur les lèvres, doucement, tendrement, une totale contradiction, avec l'intention meurtrière qui se dégageait de chaque ligne de son corps. Alejandro. Je lui attrapai la main alors qu'il s'apprêtait à partir. Fais attention. Son sourire était vif, dangereux, magnifique. Je fais toujours attention à moi. Ce sont les autres qui doivent s'inquiéter.
Il partit, la porte se referma, et je restais allongé dans ce lit trop moelleux, les mains sur mon ventre, sentant notre fille bouger et donner des coups de pied sous mes paumes. C'était ma vie désormais. Le luxe et le danger, la protection et la violence. Un homme qui m'aimait assez pour tuer sans hésiter pour moi. Demain, je l'épouserai, je reprendrai son nom, je m'attacherai à lui légalement, définitivement, irrévocablement. Et le plus terrifiant, c'est que je le voulais. Non pas parce qu'il m'y forçait, non pas parce que j'étais piégé, mais parce qu'au cours des 4 derniers jours, je m'étais souvenu de ce que c'était que d'être aimé par Alejandro Vital, d'un amour total, obsessionnel, d'une intensité qui frôlait la folie. Je m'étais souvenu de ce que l'on ressentait lorsqu'on était choisi, protégé, chéri. Je m'étais souvenu que je l'aimais aussi. Je n'avais jamais cessé de l'aimer, même lorsque j'avais signé les papiers du divorce. Même lorsque je m'étais convaincu que j'étais mieux seul, ma fille avait donné un nouveau coup de pied et j'avais souri à travers mes larmes. Ton père est fou, lui avais-je murmuré. Possessif, jaloux et probablement dangereux, mais il nous aime. Et peut-être que cela suffit. Les heures passèrent. La pluie cessa. Les lumières de la ville s'allumèrent, transformant le monde extérieur en une constellation d'étoiles artificielles. Alejandro revint à la tombée de la nuit. Je l'entendis avant de le voir. J'entendis l'eau couler dans la salle de bain, le bruissement des vêtements qu'il changeait. Quand il est enfin venu se coucher, il sentait le savon et son eau de cologne coûteuse. Mais aussi autre chose. Quelque chose de métallique et d'anormal. Du sang. Il sentait le sang. Il s'est glissé à côté de moi avec précaution, comme s'il avait peur de me réveiller. Mais j'étais déjà réveillé. Je l'étais depuis des heures. L'as-tu tué? Ai-je demandé dans l'obscurité. Une longue pause. Pas encore, mais je le ferai quand je saurai tout. Tu me diras, c'est ce que tu as appris? Non. Sa main a trouvé mon ventre, ce point d'ancrage constant. Tu n'as pas besoin de ça dans ta tête. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il avait prévu, ce qu'il voulait. Je ne suis pas fragile. Je le sais. Il m'a serré contre lui en prenant soin de mon ventre. Mais je dois te protéger. Et pour te protéger, je dois éloigner l'obscurité, même si c'est ma propre obscurité. J'aurais dû discuter. J'aurais dû exiger la vérité. J'aurais dû insister pour être traité comme une égale plutôt que comme quelque chose de fragile. Au lieu de cela, je me suis retourné dans ses bras et je l'ai embrassé. C'était notre premier vrai baiser depuis mon départ. Pas les baisers légers qu'il m'avait donnés. Pas les baisers prudents, mais un vrai baiser, profond, désespéré, rempli de ces mois de solitude, de désir et d'amour. J'avais essayé si fort de les enfouir. Il gémit contre ma bouche, ses mains s'emmêlant dans mes cheveux, son corps se pressant contre le mien, autant que mon ventre de femme enceinte le permettait. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, nous respirions tous les deux difficilement. Demain, murmura-t-il contre mes lèvres, demain, tu seras à nouveau mienne. Légalement, définitivement. Pour toujours. Pour toujours, c'est long. Pas assez long, dit-il en m'embrassant à nouveau. Plus doucement cette fois, plus tendrement. Pas assez long pour tout ce que je veux faire avec toi. Je m'endormis dans ses bras, écoutant les battements de son cœur, sentant notre fille bouger entre nous. Et pour la première fois depuis 6 mois, je me sentis en sécurité. Demain, j'épouserai un monstre. Mais c'était mon monstre, et cela faisait toute la différence. Le matin de mon mariage, une fois de plus, l'aube était claire et lumineuse. La lumière du soleil pénétrait par les baies vitrées, et tout était baigné d'or. Je me suis réveillé et j'ai constaté qu'Alejandro était déjà parti. Son côté du lit était froid, mais il avait laissé un mot sur son oreiller, écrit de sa main précise et soignée. Me préparer à t'épouser est la seule raison pour laquelle je quitterai ce lit. À bientôt, Madame Vital, Madame Vital, le nom que j'avais abandonné, le nom que je reprenais. J'ai posé ma main sur mon ventre, sentant les étirements matinaux de ma fille. Qu'en penses-tu? Lui ai-je chuchoté. Est-ce que je fais une énorme erreur? Elle a donné un coup de pied ferme, comme si elle votait. C'est bien ce que je pensais. On frappa à la porte, puis une femme que je n'avais jamais vue entra, portant des housses à vêtements et des trousses de maquillage. Elle avait peut-être 5 ans. Elle était élégante, professionnelle, avec des yeux bienveillants qui m'évaluèrent rapidement. Madame Vital, je m'appelle Marie.
Monsieur Vital m'a engagé pour vous aider à vous préparer. Sa voix avait un léger accent français. J'ai apporté plusieurs robes, toutes conçues pour mettre en valeur votre magnifique état. Il s'est avéré qu'il y en avait 7, toutes plus magnifiques les unes que les autres. De la soie fluide qui drapait mon ventre comme de l'eau, de la dentelle délicate qui me donnait un air éthéré, de la mousseline douce et champagne qui captait la lumière. J'ai choisi la robe champagne, elle me semblait parfaite. Pas blanche, je n'étais plus aussi innocente. Pas noire. Ce n'était pas un enterrement, quelque chose entre les deux. Quelque chose qui reconnaissait à la fois la pureté d'un nouveau départ et la réalité de notre passé. Marie a fait des merveilles avec le maquillage, couvrant les cernes sous mes yeux, rendant ma peau éclatante, soulignant mes traits sans me faire ressembler à quelqu'un d'autre. Elle a laissé mes cheveux noirs détachés, y a juste ajouté de subtiles ondulations et a épinglé un côté avec une barrette délicate qui semblait antique. Quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis à peine reconnu. J'étais belle, radieuse, comme quelqu'un qui méritait d'être épousé. Il a beaucoup de chance, a dit Marie doucement, en ajustant la robe une dernière fois. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, a-t-elle ajouté en souriant, un peu triste. Je travaille pour Monsieur Vital depuis 5 ans. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde, comme si vous étiez la seule chose qui le maintenait humain. Ces mots m'ont envahi comme un poids, ou peut-être comme des ailes. Je ne savais pas trop. On a de nouveau frappé à la porte. Marco est arrivé, impeccablement vêtu d'un costume sombre. Son expression était neutre, mais ses yeux se sont adoucis lorsqu'il m'a vu. Vous êtes magnifique, Madame Vitalal. Je ne suis pas encore Madame Vital, à tous les égards qui comptent. Vous avez toujours été Madame Vital. Il m'offrit son bras. Monsieur Vitali vous attend si vous êtes prête. Étais-je prête à m'unir à un homme qui avait déjà divorcé une fois, qui vivait dans l'ombre et la violence, qui m'aimait avec une intensité probablement malsaine? Ma fille donna un nouveau coup de pied, insistant, exigeant. Je suis prête, dis-je. Marco me conduisit à travers le penthouse jusqu'à une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Alejandro avait dû la faire préparer spécialement, car elle avait été transformée en un lieu magique. Des fleurs blanches partout, des roses, des pivoines, des orchidées dont le parfum emplissait l'air. Des bougies scintillaient malgré la lumière du jour, ajoutant chaleur et romantisme. Un petit hôtel se trouvait à une extrémité, où un juge attendait dans sa robe officielle. Et là, se retournant à mon entrée, se tenait d'Alessandro. Il portait un smoking noir qui lui allait comme une seconde peau, parfaitement ajusté à ses larges épaules et à sa taille fine. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière, soulignant les angles marqués de son visage et l'intensité de son regard. La cicatrice qui traversait son sourcil captait la lumière. Il avait l'air dangereux, puissant, dévastateur. Mais c'est son expression qui m'a coupé le souffle. Un émerveillement pur et sans mélange, comme si j'étais quelque chose de miraculeux, d'impossible, quelque chose qui valait la peine de mourir. Il m'a rejointe en 3 longues enjambées, a pris mes mains dans les siennes et m'a simplement regardé. Ses yeux ont parcouru mon visage, sont descendus vers mon ventre, puis sont remontés. J'ai regardé sa gorge bouger lorsqu'il a dégluti. « Ella » murmura-t-il mon nom comme une prière. « Tu es si belle que ça me fait mal de te regarder. Tu es très jolie toi aussi. » Il sourit. Ce sourire rare et sincère qui le transformait de dangereux à bouleversant. « Prête à être à nouveau mienne? » Je ne suis pas sûr d'avoir jamais cessé d'être tien. Quelque chose de féroce brillait dans ses yeux. Il porta mes mains à ses lèvres, embrassa chaque jointure avec une attention respectueuse, puis glissa ma main dans le creux de son bras et me conduisit à l'hôtel. La cérémonie fut brève, intime, juste nous deux. Marco comme témoin, le juge lisant des mots sur l'engagement et le partenariat jusqu'à la mort. Alejandro ne m'a jamais quitté des yeux, n'a jamais cessé de me toucher, sa main sur la mienne, son pouce traçant des cercles sur ma peau, toute son attention concentrée sur cet instant. Lorsque le juge lui a demandé s'il m'acceptait comme épouse, la voix d'Alessandro était d'acier enveloppé de soie. Je t'accepte pour toujours dans cette vie et dans celle qui suivra. Lorsque ce fut mon tour, j'ai plongé mon regard dans ses yeux sombres et intenses et j'y ai vu mon avenir. Compliqué, dangereux, imparfait, parfait pour moi. Je t'accepte, ai-je murmuré. Les mains d'Alejandro tremblaient lorsqu'il a glissé la bague à mon doigt. Ce n'était pas celle de notre premier mariage.
C'était une nouvelle bague, une alliance en platine sertie de diamants qui captaient la lumière comme des étoiles captives. Magnifique, élégante, indéniablement coûteuse. Avec cette bague, dit-il d'une voix rauque d'émotion, je promets de te protéger, de te chérir, de t'aimer de tout mon être, même les parties sombres, surtout les parties sombres. Toi et notre fille êtes mon univers, Ella. Ma raison de vivre, ma raison d'être un être humain plutôt qu'un monstre. Des larmes coulèrent sur mon visage. Je n'essayais pas de les retenir. Le juge nous déclara mariés, et Alessandro m'attira dans ses bras, et en prenant soin de mon ventre, et m'embrassa, profondément, longuement, possessivement. Le genre de baiser qui exprimait la possession et le dévouement, et les promesses scellées par la langue et les dents, et le besoin désespéré. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, j'étais essoufflé, étourdi, complètement sienne. À moi, murmura-t-il contre mes lèvres. Enfin, complètement légalement mienne. À toi, acquiesçai-je, car c'était vrai. Cela avait toujours été vrai. Cela le serait toujours. Il s'éclaircit la gorge. Félicitations, monsieur. Madame Vital, il tendit une enveloppe à Alessandro. Cela vient d'arriver de notre équipe du centre-ville. L'expression d'Alejandro se durcit légèrement. Il ouvrit l'enveloppe, en parcourut le contenu, et quelque chose de froid s'installa sur ses traits. L'amant doux disparut. L'homme dangereux revint. Qu'y a-t-il? Demandai-je. Il me regarda, puis mon ventre, puis les papiers dans sa main. Quel que soit le combat intérieur qu'il menait, il ne dura que quelques secondes. L'homme qui vous suivait, dit-il prudemment. Nous savons qui l'a engagé. Un frisson glacial me parcourut les veines. Qui? Marcus, le nom sortit d'une voix neutre, mort. Ton ex-mari a engagé quelqu'un pour te surveiller. Le monde bascula. Je m'agrippais au bras d'Alejandro pour garder l'équilibre et il m'enlaça immédiatement pour soutenir mon poids. Marcus. Mais pourquoi ferait-il cela? Le bébé. La voix d'Alejandro était d'un calme mortel. Il pensait qu'elle était peut-être de lui et voulait une preuve avant de demander la garde. La rage. Une rage pure et incandescente m'envahit. Elle n'est pas de lui. Elle n'a jamais été de lui. Nous étions divorcés depuis 2 mois avant même que je... Je m'arrêtais et levais les yeux vers Alejandro. Attends, comment sait-il pour la grossesse? La réceptionniste de la clinique. Elle a vendu des informations à un site people. Ils ont contacté Marcus pour obtenir ses commentaires, car vous étiez techniquement encore mariés au moment où vous auriez pu concevoir. Alejandro serra les mâchoires. Il avait fait le rapprochement. Il avait engagé des détectives privés pour confirmer qu'il était en train de monter un dossier pour obtenir la garde sur mon cadavre. Ce ne sera pas nécessaire. Le sourire d'Alejandro était acéré, mortel. Je m'en suis déjà occupé. Comment? Marcus Hartley est actuellement dans un avion pour Singapour avec une offre d'emploi très lucrative qui nécessite un déménagement immédiat pour au moins 5 ans. Sa main se posa sur mon ventre, protectrice, possessive. Il a signé des documents renonçant à toute revendication potentielle sur les enfants issus de ton précédent mariage. Légalement, définitivement, irrévocablement. Je l'ai fixé du regard. Tu l'as acheté, je l'ai convaincu que ses intérêts étaient ailleurs. Alejandro a pris mon visage entre ses mains. Il ne l'aurait jamais eu. Elle a jamais. J'aurais brûlé le monde entier plutôt que de laisser un autre homme revendiquer ma fille. Elle n'est même pas encore née. Et tu es déjà possessif. Je vais être possessif envers elle pour le reste de ma vie. Ce n'est pas une excuse, c'est un fait. Elle est à moi. Tu es à moi. Et je protège ce qui m'appartient. Notre fille a donné un coup de pied comme pour nous rappeler qu'elle avait aussi son mot à dire. Alessandro a ri, vraiment ri, et s'est agenouillé là, pressant son visage contre mon ventre. Ta mère pense que je suis fou, lui a-t-il dit. Mais si tu comprends, n'est-ce pas, Piccolola, que je ferai n'importe quoi, pour vous protéger toutes les deux. Elle donna un autre coup de pied, plus fort comme pour lui répondre. Elle est d'accord avec moi, dit Alessandro en levant les yeux avec ce sourire rare et sincère qui fit battre mon cœur. Elle est intelligente, elle tient de son père. C'est terrifiant, murmurai-je. Il se leva et m'attira à nouveau vers lui. J'ai quelque chose pour toi. Il fouilla dans sa veste et en sortit une petite boîte. Ce n'était pas la boîte contenant la bague qui était déjà à mon doigt. C'était autre chose. À l'intérieur se trouvait une clé. Ornée, ancienne, magnifique. Qu'est-ce que c'est? La clé d'une maison.
Il observa attentivement mon visage, et environ 1 heure de la ville. Une propriété clôturée, sécurisée, intime, avec un jardin, des chambres où elle pourra grandir. Un espace où tu pourras respirer sans te sentir prisonnière dans un penthouse. Les larmes me brûlaient à nouveau les yeux. Alejandro, je sais que tu te sentais enfermé ici avant. Non, tu as besoin d'espace, de liberté, d'une pièce où tu peux être toi-même, et pas seulement ma femme. Son pouce a essuyé une larme qui coulait. Alors, je t'ai acheté de l'espace, un endroit qui t'appartient, où tu peux élever notre fille, où tu peux être heureuse. Tu m'as acheté une maison. Je nous ai acheté un foyer. Il m'a embrassé sur le front. Parce que fini de faire les erreurs que j'ai faites avant. Fini de te repousser pour te protéger. Fini de penser que je sais ce qui est mieux sans te demander ce dont tu as besoin. Son front se posa sur le mien. Je t'aime, Ella, et je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. Chaque jour, même quand tu en auras marre de moi, même quand je serai trop protecteur, même quand mon monde deviendra sombre et dangereux, et que tu regretteras de ne pas avoir épousé quelqu'un de normal. Je ne veux pas de quelqu'un de normal, murmurai-je. Je te veux, toi. Le baiser qu'il m'a alors donné était différent de tous les autres. Plus doux, plus tendre, plein de promesses plutôt que de possessions, plein de partenariats plutôt que de contrôle. Lorsque nous nous sommes séparés, il a posé sa main sur mon ventre une fois de plus. Merci, a-t-il dit doucement, de m'avoir donné cela, de m'avoir donné elle, de m'avoir donné une autre chance de bien faire les choses. Ne me fais pas regretter. Je ne le ferai pas. De l'acier enveloppé de soie, un serment, une promesse. Je le jure sur tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je ne le ferai pas. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le jardin de notre nouvelle maison, sentant le soleil sur mon visage et les mouvements de ma fille sous mes paumes. La maison était magnifique, moderne, mais chaleureuse, spacieuse, mais intime. Exactement ce que j'aurais choisi si j'avais eu des ressources illimitées et quelqu'un qui me comprenait parfaitement. Alejandro avait tenu parole. Il travaillait depuis son bureau à domicile, refusant de me quitter plus de quelques heures d'affilée. Il assistait à tous les rendez-vous chez le médecin, lisait tous les livres sur la grossesse, préparait la chambre du bébé, avec une attention méticuleuse aux détails. Il était là quand je ne pouvais pas dormir, quand j'avais mal au dos, quand j'avais des envies alimentaires étranges au milieu de la nuit. Il était là constamment, complètement, parfois de manière écrasante, mais il était aussi doux, patient, compréhensif quand j'avais besoin d'espace, se retirant quand je le lui demandais, apprenant à aimer sans consumer. Marco nous avait trouvé dans le jardin un après-midi, l'expression soigneusement neutre, comme toujours. Le matériel de surveillance a été détruit, rapporta-t-il. Tous les fichiers ont été effacés. Le responsable a été puni. Il marqua une pause définitive. Alejandro avait simplement hoché la tête. Pas d'explication, pas de détails, juste l'acceptation que certains problèmes étaient résolus par la violence. Je serais seul. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû demander ce que signifiait définitivement. Au lieu de cela, j'ai ressenti du soulagement. Et peut-être que cela faisait de moi un monstre, moi aussi. Maintenant, alors que je me tenais dans le jardin, sentant les premières vraies contractions me parcourir, j'ai appelé Alejandro, sans panique, juste avec certitude. C'est l'heure, ai-je dit quand il est apparu, immédiatement alerte. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se concentrèrent, puis se remplirent de détermination. En quelques minutes, nous étions dans la voiture. Marco conduisait, Alessandro était à côté de moi à l'arrière, me tenant de la main, chronométrant les contractions, murmurant des mots rassurants en italien et en anglais. L'hôpital était un établissement privé, de premier ordre, où Alejandro avait apparemment pris des dispositions plusieurs semaines auparavant. Il nous attendait, avait préparé une suite et avait appelé le meilleur obstétricien de l'État. Le travail fut long, douloureux, épuisant. Mais Alessandro ne m'a jamais quitté. Pas quand je l'insultais, pas quand je pleurais, pas quand je criais que je le détestais et que tout était de sa faute. Il me tenait simplement la main et me disait que j'étais forte. Il me disait que je pouvais y arriver. Il me disait que notre fille était presque là. Et puis elle était là, petite, parfaite, puissante, criant sa rage au monde avec un volume impressionnant pour quelqu'un qui pesait à peine 3 kilos.
L'infirmière l'a posé sur ma poitrine et j'ai regardé son petit visage. Les yeux d'Alejandro, mon nez, une chevelure brune, et j'ai senti mon cœur se briser complètement. Elle est parfaite, ai-je murmuré. Elle est à nous. La voix d'Alejandro était chargée d'émotion. Sa main s'est posée sur la tête de notre fille, avec précaution et révérence. Complètement, absolument à nous. Ils l'ont emmenée pour la nettoyer et la mesurer pendant que le médecin terminait avec moi. Quand ils l'ont ramenée, émaillotée et calme, Alessandro l'a prise dans ses bras, les mains tremblantes. Je l'ai regardé tenir notre fille et pour la première fois, j'ai vu son expression se transformer en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'amour pur et sans réserve, de l'émerveillement, de la crainte. « Bonjour, Piccolola », lui a-t-il murmuré. « Je suis ton père, et je te promets, je te jure, que rien au monde ne te fera jamais de mal. Pas tant que je serai en vie. Jamais. » Elle a ouvert les yeux, sombres, flous, cherchant quelque chose, et semblait le regarder droit dans les yeux. Alessandro s'est effondré. J'ai vu les larmes couler sur son visage. Regardez cet homme dangereux qui a tué sans hésitation pleurer sur la petite personne dans ses bras. Je t'aime, lui dit-il plus que je ne savais aimer quoi que ce soit. Toi et ta mère, vous êtes tout, mon monde entier, ma raison d'être humain. Il leva alors les yeux vers moi, et l'amour dans son regard était presque douloureux à voir. Merci, dit-il, pour elle, pour cela, pour m'avoir donné une raison d'être meilleur que je ne le suis. Tu es déjà meilleur que tu ne le penses, dis-je doucement. Je vais passer le reste de ma vie à vous le prouver à tous les deux. Il s'assit à côté de moi sur le lit, en prenant soin de ne pas bousculer notre fille. Comment devrions-nous l'appeler? Nous avons discuté des prénoms, fait des listes, débattu sans fin. Mais en la regardant maintenant, un seul nom nous semblait l'approprier. Sophia, ai-je dit. Cela signifie sagesse, espoir, lumière dans l'obscurité. Alejandro a souri. Sophia Vital. Parfait. Il m'a embrassé sur le front. Puis Sophia nous a regardés tous les deux comme si nous étions des miracles. Mes filles, a-t-il murmuré. Mon univers tout entier. Les mois ont passé. Sophia est sortie du stade de nouveau-né à celui de bébé souriant. La maison s'est remplie de ses rires, de ses pleurs, de sa curiosité sans fin. Alessandre était complètement, absolument dévouée, changeant ses couches au milieu de la nuit, marchant dans la chambre quand elle ne dormait pas, lui lisant des histoires en italien et en anglais dès qu'elle pouvait fixer son regard sur son visage. Il était surprotecteur. Oui, la maison était équipée d'un système de sécurité qui aurait rendu le Pentagone jaloux. Il vérifiait les antécédents de chaque nounou, de chaque médecin, de chaque personne qui s'approchait à moins de 3 mètres de sa fille. Mais il était aussi doux, patient, présent d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et avec moi, il était tout. Attentif, aimant, toujours possessif, toujours intense, mais désormais tempéré par la compréhension, le compromis, un véritable partenariat. Nous avions des soirées en amoureux. Marco gardait Sofia avec toute une équipe de sécurité en renfort. Nous passions des matinées tranquilles au lit pendant que Sofia faisait de la sieste. Nous avions des disputes et des réconciliations, et toute la réalité compliquée et désordonnée de la construction d'une vie commune. Ce n'était pas parfait. Son monde était toujours sombre, toujours dangereux. Il y avait encore des nuits où il rentrait à la maison en sentant la violence. Quand Marco lui remettait des rapports qui lui faisaient serrer des mâchoires. Quand je me rappelais exactement quel genre d'homme j'avais épousé. Mais c'était mon homme et j'étais sa femme, et ensemble, nous étions les parents de Sophia. Cela me suffisait. C'était plus que suffisant. Un soir, alors que je me tenais dans la chambre de Sophia en Lucena, regardant Alessandre bercer notre fille pour l'endormir en chantant doucement en italien, j'ai senti une paix totale m'envahir. C'était de ma vie. Compliquée, imparfaite, parfois terrifiante, mais c'était la mienne. Alessandro leva les yeux, surprit mon regard et sourit. « Viens ici, amoureux. » Je les rejoignis et il m'attira dans ses bras, nous serrant toutes les deux, ses filles, son monde. « Je t'aime, murmura-t-il dans mes cheveux. Je vous aime toutes les deux plus que les mots ne peuvent le dire. Je t'aime aussi, ai-je répondu, et je le pensais sincèrement. Sophia a soupiré dans son sommeil, heureuse et en sécurité dans les bras de son père. Et j'ai réalisé que parfois, la cage dorée n'était pas une cage du tout. Parfois, c'était simplement un foyer. Parfois, le monstre se révélait être le héros. Et parfois,
L'amour qui ressemblait à de la possession n'était en réalité qu'un dévouement intense déguisé. Alejandro embrassa ma tempe, puis la tête de Sofia, puis me regarda avec des yeux pleins de promesses tenues et d'avenir à venir. Pour toujours, dit-il, non pas comme une question, mais comme un fait. Pour toujours, acquiesçai-je, car certaines choses, certaines personnes valaient la peine de tomber amoureux, de rester, de construire une vie, peu importe à quel point cette vie pouvait être compliquée, dangereuse ou complètement folle, c'était la nôtre. Désordonnée, belle et réelle.